Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Après avoir rendu sa démission et celle de son gouvernement lundi, Daniel Kablan-Duncan, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, est devenu vice-président selon la Constitution de la Troisième République, votée le 30 octobre 2016. Avant la signature du décret consacrant cette nouvelle fonction, il a été présenté lundi à l'Assemblée nationale à Abidjan Plateau par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Je voudrais donc à nouveau lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition au travail avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À 73 ans, M. Duncan occupe le poste de vice-président de Côte d'Ivoire, institué par la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016. Économiste de formation, il est désormais la deuxième personnalité de l'État ivoirien, à l'image des institutions américaines, dont les populations pourraient attendre beaucoup pour son dévouement à la tâche, comme certains députés et anciens collaborateurs n'ont pas hésité à le faire savoir. Nous savons tous que le président a besoin d'être secondé par quelqu'un qu'il connaît bien. C'est une première dans notre histoire. Tous nos encouragements. Il est habitué à travailler dans l'exécutif, donc je ne doute pas qu'il continuera d'œuvrer de son mieux. L'homme a été mon patron au niveau de l'institution internationale qu'est la BCAO. Et son choix ne m'a pas du tout étonné. Le nouveau vice-président est un homme rigoureux, travailleur et un vrai patriote. Daniel Kablan-Duncan est un homme de consensus, un travailleur hors pair, mais surtout un ufotiste convaincu. Kablan-Duncan est un homme de pondération, doté d'une expertise avérée, qui a donc des capacités techniques reconnues par tous nos compatriotes. Mais ce qui est fondamental, c'est surtout le contexte politique. Les mérites du premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante ont été aussi reconnus par Guillaume Soro, président réélu de l'Assemblée nationale lundi par 230 députés sur 252 contre 12 pour son adversaire Évariste Méambli. Par ailleurs, lundi soir, à la suite de la mutinerie des vendredis et samedi dernier, Alassane Ouattara a démis les généraux Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des armées, Gervais Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie, et Brindou Mbia, directeur général de la police. Ils ont été remplacés respectivement par Touré Sekou, Nicolas Kouakou et Kouyaté Youssouf. Et c'est Amadou Gon Coulibaly qui a été nommé ce mardi Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le nouveau chef de gouvernement doit proposer au chef de l'État Alassane Ouattara son gouvernement dans les plus brefs délais. Amadou Gon Coulibaly était le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire. Avant l'annonce du nom du premier vice-président de la Côte d'Ivoire, c'est celui du président de l'Assemblée nationale qui a été révélé lundi. Guillaume Soro se succède à lui-même pour un second mandat de 5 ans. Avec 230 voix en sa faveur sur 252 votants, le député de Ferkessédougou reprend la tête du Parlement. Le candidat du RHDP l'emporte largement sur son adversaire, le député indépendant de Fakobli, Évariste Méambli, qui a lui obtenu 12 votes. Le président réélu de l'Assemblée nationale ivoirienne s'exprimait lundi de la tribune de l'institution. Un discours prononcé à l'occasion de la première séance au Parlement de la première législature de la Troisième République. Merci pour ce vote qui renforce notre unité et notre solidarité dans la perspective de la construction d'un État moderne, démocratique, stable et prospère. Lundi, alors que le président Alassane Ouattara limogeait dans la soirée ses chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police, plus tôt dans la journée, les fonctionnaires ivoiriens lançaient, eux, une grève de 5 jours. Le mouvement vise principalement à dénoncer une réforme des retraites de 2012 qui fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60, voire 65 ans, qui génère une hausse des cotisations de 6 à 8,33% des salaires. Tout ceci alors que les pensions des retraités diminuent de 30 à 50% selon les catégories. Autre revendication des 50 syndicats à l'origine de la grève, une revalorisation salariale.
La plateforme des organisations professionnelles du secteur public réclame le paiement de 243 milliards de francs CFA, correspondant au paiement d'arriérés de revalorisation salariale, l'équivalent d'environ 371 millions d'euros. Les grévistes demandent également le respect des libertés syndicales dans le pays. Après un premier mouvement de 3 jours en novembre, les fonctionnaires sont invités par le gouvernement à un forum sur ces questions au mois de février. Au Mali, ce sont les magistrats qui sont en grève. Ce mardi a marqué le premier des 7 jours ouvrables du mouvement. Les 2 syndicats à l'origine de la grève réclament notamment le paiement de primes et des augmentations de salaire. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, la première journée de grève a été largement suivie. Bien que les autorités aient engagé un dialogue national avec les magistrats, qui ont notamment été reçus lundi à la primature, le manque de moyens évoqué par l'État ne convainc pas. Les grévistes menacent d'un mouvement illimité dans le temps si leurs revendications ne sont pas satisfaites à l'issue des 7 jours de grève. La grève touche également le Nigeria, où des salariés du secteur du pétrole et du gaz réclament le paiement d'arriérés de salaire ainsi que d'autres émoluments. Le mouvement a démarré ce mardi dans l'état du Delta, au sud du pays. Les représentants des travailleurs en grève ont annoncé une action collective dans au moins 12 stations de débit, de compression et de pompage exploitées par la Nigerian Petroleum Development Company. Les grévistes menacent les autorités de paralyser la production et la fourniture d'électricité du pays si leurs revendications ne sont pas entendues. L'économie du Nigeria, l'un des principaux pays africains producteurs de pétrole, est déjà sévèrement frappée par la chute des cours mondiaux du brut, ainsi que par les attaques rebelles en 2016 contre les infrastructures du sud du pays. La grève a pour le moment des conséquences plus dramatiques au Kenya. Depuis lundi, environ 5000 personnels médicaux refusent de travailler suite à la demande de revalorisation de leur salaire. Conséquence, plusieurs patients sont décédés dans les hôpitaux publics faute de services minimums assurés. D'autres ont été dirigés vers des hôpitaux privés dans lesquels ils ne peuvent pas payer leurs soins. La grève nationale observée par les syndicats de docteurs, infirmiers, pharmaciens et dentistes du pays fait suite à l'échec de négociations dimanche avec le gouvernement. Au cœur des pourparlers, la demande de multiplier par 4 les salaires des médecins et une hausse de 25 à 40% de ceux des infirmiers. Des mesures qui, bien qu'actées en 2013 par un accord de négociation collective, n'ont jamais été appliquées. Alors même que leur salaire augmente difficilement, les grévistes dénoncent également la corruption qui gangrène le Kenya. Le secrétaire général du syndicat kényan des médecins, pharmaciens et dentistes s'exprime. Nous disons qu'ils sont à court d'options. C'est bien ça. La question pour tout le pays maintenant est quelle est la suite ? Les médecins ne sont pas à court de solutions, d'accord. Maintenant, il faut mettre en place l'accord de négociation collective. L'état d'urgence décrété le 9 octobre en Éthiopie a permis la détention de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Lundi, le Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn a annoncé le chiffre de 22 000 environ, dont des officiers de haut rang. Les chiffres officiels cités samedi par le président du comité de contrôle de l'état d'urgence à la télévision d'État IBC font eux état de 11 607 personnes détenues dans 6 prisons. Ces arrestations ont eu lieu dans les régions Oromo et Amara, ainsi que dans la capitale Addis-Abeba. L'état d'urgence de 6 mois fait suite à la répression sanglante des manifestations antigouvernementales de ces derniers mois. Parmi les motifs des arrestations figurent l'incitation à la violence, la destruction de biens publics et privés ou encore le fait de perturber la circulation des véhicules en érigeant des barrages sur les routes. Le Premier ministre éthiopien détaille le processus de détention qui a été mis en place dans le cadre de cet état d'urgence. 8 000 détenus qui ont été soumis au processus de formation et de renouvellement ont été relâchés. Ils sont à présent intégrés dans la communauté. Et les 2400 qui restent font encore l'objet d'enquêtes. Et je pense qu'au total, il y a environ 10 500 détenus dans le premier terme. Le second terme est un chiffre similaire. Donc je pense que le nombre n'excède pas les 22 000 détenus.
Oui, il y a des officiers de haut rang à des différents niveaux qui ont été détenus ou qui ont fait l'objet d'enquêtes. Ce processus a bien sûr été lancé pas seulement pour les personnes détenues. Le processus dans son ensemble vise à effectuer un processus de renouvellement au sein du parti au pouvoir et dans le gouvernement et ses fonctions. Nous voulons nous assurer que notre peuple a pris toute la responsabilité de maintenir la paix et la stabilité dans ce pays. Et je peux avec certitude vous dire que les gens sont prêts et nous devons d'une manière ou d'une autre procéder à un sondage et une collecte d'informations. Et quand nous serons certains que cela est en train de se produire, alors l'état d'urgence pourra être levé. Au Burundi, l'enquête sur le meurtre le 1er janvier au soir d'Emmanuel Niyonkuru, le ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification, progresse. Samedi, le procureur général Sylvestre Niandoui est revenu sur les circonstances de l'assassinat et sur les avancées de l'enquête. L'assassinat a été commis par des criminels à main armée au portail de son domicile 6 au quartier Rohero 1, commune Mukaza, à mairie de Bujumbura. Il était à bord de son véhicule de marque Land Cruiser Prado immatriculé C538 AGB et rentré chez lui en provenance du restaurant chez André, situé dans la zone Rohero. Le criminel qui l'a assassiné a utilisé une arme à feu et l'a fusillé au niveau de la tête en dessous de l'oreille droite. Après cet acte ignoble, les enquêtes ont vite commencé et 6 présumés auteurs ont été déjà appréhendés, dont 2 femmes et 4 hommes. Les enquêtes sont toujours en cours et dès qu'elles seront clôturées, le dossier sera fixé devant le tribunal compétent pour que les coupables soient punis conformément à la loi. Il n'est pas exclu que demain ou après-demain on puisse aussi mettre la main sur d'autres personnes. Donc, on ne peut pas révéler les identités des personnes déjà appréhendées. La liaison ferroviaire Addis Abeba-Djibouti est achevée. L'inauguration de la ligne s'est déroulée ce mardi dans la gare de Nagad à Djibouti. Le train grande vitesse qui relie désormais le pays de la Corne de l'Afrique à la capitale éthiopienne consolide ainsi la position stratégique du port de Djibouti. Au lieu de 3 jours par la route, le trajet entre les 2 villes est-africaines ne prendra désormais que 12 heures. La nouvelle ligne ira jusqu'à 160 km/h pour les trains de passagers et 120 pour les trains de marchandises. Était présent lors de l'inauguration officielle de la ligne le président de Djibouti, Ismaël Oumar Guelleh, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn, ainsi que de hauts responsables de la région. Envoi d'une nouvelle mission de la CEDEAO en Gambie. L'annonce a été faite lundi par les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle mission comprendra notamment la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, également présidente en exercice de la CEDEAO, le chef d'État nigérian Muhammadu Buhari, ainsi que l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama. Ces émissaires auront pour mission de discuter avec le président Yahya Jammeh de l'impératif de respecter la Constitution. La Gambie traverse une crise depuis l'élection présidentielle du 1er décembre. Le président Yahya Jammeh, qui avait d'abord reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow début décembre, avait depuis changé de position et saisi la Cour suprême pour dénoncer des irrégularités dans les votes et demander l'annulation de l'élection. They deliberated on the current state of affairs in the Gambia. Ils ont délibéré sur l'état actuel des choses en Gambie et ont partagé leur opinion sur la voie à suivre. Ils se sont mis d'accord sur leur détermination à résoudre la crise politique gambienne de manière conforme à la constitution de la Gambie et au respect de la volonté du peuple de Gambie à chaque étape. Ils se sont dit particulièrement inquiets de la détérioration de la situation en matière de sécurité en Gambie, en particulier la fermeture de certaines des stations radio et des maisons de médias, les arrestations qui ont eu lieu et aussi la situation des réfugiés qui se crée avec un exode massif d'un grand nombre de personnes vers l'intérieur et vers les pays voisins. La classe politique continue d'être secouée en Gambie. Le ministre de la Communication et de l'Information, Sheriff Bojang, a démissionné lundi avant de rejoindre le Sénégal.
M. Bojang proteste ainsi contre le refus de Yahya Jammeh de se plier à la volonté du peuple d'accepter sa défaite à la présidentielle de décembre. Pour le remplacer, M. Jammeh a désigné sans explication le député Sidi Ndiaye. Lundi, le gouvernement gambien a par ailleurs appelé 12 ambassadeurs après avoir mis fin à leurs fonctions. Ces diplomates des États-Unis, du Sénégal, des Nations Unies, de Chine, de Russie, de Grande-Bretagne, de Turquie, de Belgique, d'Espagne, de Cuba, de Guinée-Bissau ainsi que d'Éthiopie avaient adressé à Yahya Jammeh fin décembre une lettre lui demandant de céder le pouvoir. Au Togo, 6 partis politiques de l'opposition viennent de former une union informelle. Objectif, contraindre le régime en place à faire des réformes politiques. Selon les responsables de ce regroupement, les réformes urgentes et nécessaires portent sur la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin et la recomposition de la Cour constitutionnelle, ainsi que celle de la Commission électorale nationale indépendante. Au Togo, les réformes politiques constituent le principal sujet qui agite la classe politique ces dernières années. Les détails avec Nathanaël Olympio, membre de l'Union informelle et président du Parti des Togolais, au micro de notre correspondant Noël Tadénion. C'est un ensemble de plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble pour travailler en synergie en abordant des thématiques bien précises. Et aujourd'hui, il s'agissait d'unir nos forces pour obtenir auprès du gouvernement les réformes politiques que nous sommes en train d'attendre depuis très longtemps, pour obtenir également du gouvernement la mise en œuvre de la décentralisation qui va permettre à nos communes d'être dirigées par des maires élus et non des gens qui sont désignés par décret depuis 2001 que ces délégations spéciales sont en place, donc qui ne répondent pas aux nécessités de développement à la base. Et ce groupe, qui se veut un groupe ouvert, travaille autour de ces deux thématiques. Les sujets de préoccupation sont très simples. Se battre pour avoir les réformes politiques, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel au Togo. Le mandat présidentiel n'est pas limité. Et pour obtenir que les élections se déroulent à travers un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un scrutin à 1 tour. Et ce sont des réformes fondamentales qui ont été signées depuis 2006. Dans un accord que nous appelons l'APG, l'accord politique global. Et donc depuis 2006, ces accords ne sont toujours pas mis en œuvre. Et la volonté de ce groupe, c'est de recréer les conditions pour qu'enfin on puisse obtenir l'exécution ou la mise en œuvre de ces accords. 31 décembre 2016, 10 janvier 2017. 10 jours déjà que le délai fixé par la Direction générale des impôts pour le paiement de la taxe sur la propriété foncière au Cameroun est dépassé. Une amnistie fiscale sur la taxe foncière a été décrétée en faveur des propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis au Cameroun, selon un communiqué de la Direction générale des impôts précisant que la mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. La particularité en fait de l'exercice 2016 qui vient de s'achever, c'est que la taxe foncière bénéficiait d'un régime spécifique prévu par le législateur qui est le régime de l'amnistie. Le délai donc c'était le 31 décembre 2016. Les contribuables qui spontanément se sont acquittés de cette taxe n'ont subi aucune pénalité et il ne leur a été appliqué de rappel des taxes dues sur les années antérieures à 2016. Oui, je me suis acquitté de cette taxe puisque bien avant la fin du mois de décembre, il y avait déjà assez d'invitations par les services publics concernés qui nous demandaient de nous occuper de cette taxe. En tant que bon citoyen, je me suis occupé de celle-ci. À l'opposé, certains propriétaires confient hors caméra ne pas vouloir s'acquitter de ces taxes, d'abord parce que trop coûteux, ensuite parce qu'ils ne trouvent aucun intérêt à le faire. D'autres encore relèvent le déficit d'information autour de cette campagne. Je ne sais même pas à quoi ça sert, je ne sais même pas comment ça se passe, je ne sais même pas comment ils vont calculer l'argent, je ne sais même pas à quoi ça va servir, donc je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de la taxe foncière. Pourtant, la Direction générale des impôts se targue d'avoir fait de cette taxe sur la propriété foncière l'une de ses plus grandes campagnes d'information et de communication. On n'a jamais autant communiqué, si vous voulez, sur un impôt dans notre pays. C'est une taxe très très importante pour le mouvement, pour la dynamique de décentralisation enclenchée au Cameroun, puisque cet impôt-là, cette taxe foncière-là, est perçue pour le compte et reversée aux collectivités territoriales décentralisées. En principe, tous les propriétaires de biens immobiliers construits ou non dans tous les chefs-lieux d'unités administratives, de même que les propriétés immobilières dans les agglomérations,
sont redevables de taxes foncières, le montant étant fixé à 0,1% de la valeur du bien immobilier. Pour les brebis galeuses, des sanctions suivent déjà. Ils sont contraints désormais à payer des pénalités à hauteur de 10% du montant dû. Nous passons à l'exercice 2017 qui, par rapport au régime de la taxe foncière, va retomber, si vous voulez, sur ce qu'on appelle le droit commun de la taxe foncière. C'est-à-dire que, a priori, il n'y a plus d'amnistie pour l'exercice 2017. La Direction générale des impôts reconnaît cependant que cette taxe est l'une des plus difficiles à administrer parce qu'elle touche à la propriété immobilière d'un domaine où les moyens de contrainte sur les redevables sont souvent limités. Complexe omnisport Michel Essong de Port-Gentil. C'est ainsi qu'a été baptisé l'espace multisport qui abrite le stade de Port-Gentil, inauguré ce lundi par le président Ali Bongo. L'espace, dont la première pierre avait été posée par le célèbre attaquant argentin Lionel Messi en juillet 2015, devra accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 que le Gabon organise du 14 janvier au 5 février 2017. L'ouvrage, construit par la société chinoise China State Construction Engineering, est bâti sur 33 000 m². Le complexe omnisport Michel Essong de Port-Gentil dispose de 20 200 places assises couvertes, d'un terrain d'entraînement standard au gazon naturel, d'une piste d'athlétisme de 400 mètres munie de 8 couloirs, des aides de lancer de marteau, de disques, avec un plateau sportif en plein air composé de 2 terrains de basketball, un terrain de handball, 3 courts de tennis entre autres. D'autres commodités s'ajoutent à cet ouvrage pour lui donner son caractère ultramoderne. Je pense que nous voulons mettre les joueurs gabonais et africains dans les bonnes conditions pour pouvoir nous donner un spectacle de qualité, mais aussi les spectateurs seront aussi dans de très bonnes conditions pour suivre les matchs. Nous allons tout faire pour essayer de faire en sorte d'être aussi bon qu'en 2012, sinon meilleur. Pour son inauguration, un évangéliste, un prêtre et un imam étaient présents pour la bénédiction. Une façon pour Ali Bongo de répondre à ses détracteurs qui, depuis quelques jours, manifestent pour le boycott de l'événement. En effet, syndicats et activistes de la société civile appellent depuis peu au boycott de la CAN. Ces derniers estiment que les éditions 2012 et 2017 ont coûté près de 500 milliards de francs CFA dans un pays qui a d'autres problèmes comme celui de l'éducation. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ont voulu que cette CAN se joue au Gabon. Nous n'avons fait que respecter le choix des Gabonais. Malheureusement, il existe une petite minorité qui, oublie tout simplement qu'il s'agit là d'une compétition sportive qui nous avait les meilleurs de notre continent et qui a fait en sorte que le Gabon soit honoré par toute l'Afrique pour organiser cet événement. Et nous avons fait les efforts nécessaires pour faire de cette CAN aussi un programme de développement économique. C'est dans ce stade, situé dans la ville pétrolière du Gabon, que l'Égypte, le Ghana, l'Ouganda et le Mali, tous réunis dans la poule D, la poule de la mort, devront s'affronter. Elles peuvent donc compter sur des installations neuves pour faire vibrer le public qui viendra certainement nombreux de ce côté. Football toujours avec la remise lundi des prix FIFA. Le titre de meilleur entraîneur de 2016 revient à Claudio Ranieri. L'entraîneur italien de Leicester qui s'est illustré grâce à son titre de champion d'Angleterre décroché à la surprise générale la saison passée a été sacré lors d'une cérémonie organisée à Zurich, en Suisse. C'est l'ancienne gloire du football argentin Diego Maradona qui lui a remis son trophée. Quant au meilleur joueur de l'année 2016, le titre est revenu au Portugais Cristiano Ronaldo. C'est ici sans surprise que le quadruple Ballon d'Or a remporté ce nouveau titre. L'attaquant est récompensé pour sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid et à l'Euro avec sa sélection. C'est officiel, le mondial de 2026 se jouera à 48 équipes. Bien loin des 13 sélections à son origine en 1930 en Uruguay, la Coupe du monde de football n'a jamais cessé de voir évoluer son format. Pour cette nouvelle mouture, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a influé. Le patron du football mondial a convaincu avec une Coupe du monde à 48, avec 16 groupes de 3 en première phase, dont les 2 premiers se qualifient pour les 16e de finale. Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Le chanteur non-voyant Ablaye Mbaye est décédé lundi à Dakar. Le jeune artiste né en 1981, protégé de la star Youssou N'Dour, s'est éteint à la suite d'un malaise en studio. Sur son compte Twitter, Youssou N'Dour a regretté la perte d'un petit frère.
Ablaye Mbaye était l'auteur de quelques albums et de plusieurs chansons à succès dans son pays et dans la région, notamment Yaay Magna en langue wolof, mais aussi des collaborations fructueuses avec d'autres artistes comme Youssou N'Dour, DC's ou encore Kerry James. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.